la bonne nouvelle sur ce plateau et nos invités sont déjà là, nous vous l'avons dit, des missions multiples, des missions d'une personne qui a son nom sur plusieurs missions le même jour ou bien la même période, aux mêmes heures pratiquement, et qui empoche les sous. Comment une seule personne, une même personne peut être sur plusieurs missions à la fois? Parfois, des ordres de mission qui portent des noms, les intéressés ne bougent pas, restent peut-être au bureau ou bien ailleurs, mais à la fin, les ordres de mission sont signés et ensuite, ils sont payés. Alors, toutes ces pratiques ont amené le gouvernement du Bénin à prendre des mesures dont la dernière est le système d'encadrement des missions officielles. Et aujourd'hui, nous nous posons la question dans ce débat de savoir si le CEMO peut mettre fin à ces pratiques-là. Heureuse d'annoncer. La question, elle est vraiment posée. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Éric Georges Yétognon, contrôleur financier en service au ministère de l'économie et des finances. Il représente d'ailleurs le ministère ici. Merci d'être là, monsieur Yétognon. Merci, madame. À ses côtés, nous avons Mathurine Sosoukpe, elle est secrétaire générale adjointe de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Merci d'être également là. Merci, madame. C'est un plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir. Et au téléphone, nous aurons monsieur Majidi Zi. Il est économiste, consultant en économie et développement. Tout à fait. Alors, monsieur Yétognon, ma première question s'adresse à vous. Quelle est la différence entre le système d'encadrement des missions officielles et la cellule des voyages officiels? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question pertinente. Mais avant, je souhaite remercier les téléspectateurs et remercier l'ORTV et BB24 pour cette émission très intéressante. Merci. Et je tiens à dire que la CVO, cellule des voyages officiels, est en fait instituée depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Oui. Et c'est une cellule qui vient mettre fin, disons, ou qui vient organiser les voyages officiels, l'édition des titres de voyage, les billets d'avion et autres pour les missions officielles. C'est beaucoup plus orienté vers les missions à l'extérieur. Et donc, ça n'a rien à voir avec les missions à l'intérieur du pays. Et ceci parce que le nouveau gouvernement a constaté qu'il y a d'énormes dépenses liées au fonctionnement donc, des émissions des billets d'avion. Dans le passé, ce système n'est pas du tout organisé, ce qui fait que l'État constate beaucoup de manques à gagner. Alors donc, depuis l'avènement de la CVO, les dépenses sont mieux encadrées et mieux structurées. Et vous confirmez cela sur le plateau? Oui, je confirme cela. Et parce que au niveau du ministère de l'économie et des finances, chaque année, nous faisons des analyses par rapport aux dépenses. Et ces analyses essaient de mettre en exergue ce qui est fait dans le passé. Et on constate qu'il y a un gap énorme et que l'État réalise aujourd'hui en termes de bonne gouvernance économique et financière. Alors, M. Majid, dites-nous, je ne vous arrête pas. La décision qui institue la cellule des voyages officiels a été prise le 20 juillet 2016. Alors, 4 ans après, nous sommes en 2020, on met en place le système d'encadrement des missions officielles. Que les missions soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, ce sont des missions officielles. Pourquoi créer un nouveau système 4 ans après? Est-ce à dire que la CVO a échoué? Très bien, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et je tiens à préciser que le CEMO, système d'encadrement des missions officielles, est initié par le ministre de l'économie et des finances pour mieux encadrer le fonctionnement des ordres de mission qui représentent une dépense énorme à l'État en termes de fonctionnement. Alors donc, ce qui fait que la différence entre le CEMO et la CVO, c'est une structure. C'est une structure qui est même récemment mise ensemble avec la structure de leasing des véhicules loués à l'État et on l'appelle l'AGLO. Donc l'AGLO regroupe actuellement
la structure qui se chargeait, la cellule qui se chargeait de la gestion des véhicules leasing et la CVO. Et les voyages officiels. Donc, comme je vous le disais, la CVO était là seulement pour initier ou éditer les titres de transport à l'étranger. Mais par contre, le système d'encadrement des missions officielles concerne les dépenses, aussi bien des frais de mission à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut dire que, en comparaison entre ces deux frais, les frais de mission à l'intérieur sont beaucoup plus importants que les frais de mission à l'extérieur en matière de masse d'argent. L'État dépense beaucoup d'argent à l'intérieur parce que tous les ministères et institutions de l'État font des missions à l'intérieur du pays. Et comme vous le savez, si vous prenez un agent, un cadre de l'administration qui fait une mission à l'intérieur du pays où on doit lui payer une nuitée, il est à 45 000 francs CFA. C'est pas petit. Et là, concrètement, le CEMO est là précisément. Bien, donc, le CEMO, système d'encadrement des missions officielles, est un système élaboré par le ministère de l'Économie et des Finances pour contrôler désormais les missions à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais quand on dit contrôler les missions à l'intérieur comme à l'extérieur, le support de ces missions, c'est les OM, les ordres de mission. Alors, donc c'est à ce niveau que le CEMO agit. Le CEMO agit dans la validation des ordres de mission. Madame la SGA, dites-nous, qu'est-ce qui explique les raisons pour lesquelles le personnel, les agents de l'État en arrivent à faire des missions fictives? Très bien. Moi, je salue d'abord tous les téléspectateurs. Et effectivement, je représente les travailleurs. Je peux dire que je porte la voix des travailleurs ici. Mais je ne suis pas à mesure de répondre à votre question efficacement. D'autant plus que tout ce qui se dit là, ce n'est pas les travailleurs en tant que travailleurs. C'est des gens bien impliqués au sommet des sommets. C'est-à-dire, à chaque niveau, il y a des sommets. Lorsque vous allez dans un ministère, il y a un sommet là. Vous allez à la présidence, il y a un sommet dans tous les ministères, ainsi de suite. Et tous ces sommets-là sont coiffés par le sommet lui-même. Donc, du coup, qu'on m'invite en tant que représentant des travailleurs, non, en tant que le sommet des sommets pour répondre de cette question, je suis mal placée. Donc, pour vous, maintenant, ce n'est pas les travailleurs... Ce n'est pas les travailleurs en tant que travailleurs qui sont... Les travailleurs font les missions, non? Les travailleurs font les missions. Mais qui sont ceux qui les désignent pour aller en mission? C'est pourquoi je dis ça, il s'agit des sommets. Donc le travailleur lambda ou bien le travailleur qui est à la base, qui est au niveau bas, lui n'est pas... Moi, par exemple, je ne suis jamais allé en mission. Madame Mathurin. Vous n'allez pas parler des missions, des ordres de mission pour les enseignants de façon globale. Madame Sosokwe Mathurin, oui, monsieur. Oui. Vous êtes responsable dans une structure. Oui, bien sûr. Vous désignez un agent pour aller à une mission officielle. Oui. L'agent ne fait pas la mission, il ne va pas à la mission. Il signe les états, il prend les sous. Oui. C'est votre faute s'il n'est pas allé à la mission ou bien la responsabilité est située à quel niveau? À quel niveau? Si je le désigne, il ne va pas à la mission. Oui. Je devrais m'assurer qu'il aille à la mission avant de lui donner l'ordre de mission. Et au retour, je dois vérifier s'il a effectué la mission. Et là, si je vérifie et qu'il n'a pas effectué la mission, je vais le mettre en demeure de payer ce qu'il a récupéré ou bien ce qu'il a gagné. Ce qui montre souvent qu'une mission officielle a été réalisée, c'est la signature à l'entrée, de départ. Voilà, la signature de départ et l'arrivée sur l'ordre de mission. Même sur le lieu là-bas. Alors, vous avez toutes ces signatures. Oui. Pourtant, le gars n'est pas allé faire la mission. Ah, moi, je ne peux pas savoir. C'est les financiers qui peuvent... C'est pourquoi je dis les sommets des sommets, c'est eux qui peuvent expliquer. Mais moi, ma préoccupation ici, je ne vais pas vous en cacher. Oui. Tout ça là, ça se fait pour avoir de l'économie, oui ou non? Oui, monsieur le financier. J'espère, on a dit que lorsqu'on a émis, lorsqu'on a fait CEMO, on a fait CVO, c'est pour gagner. Oui. Avec les trucs de leasing et autres là. Alors que là encore, c'est des nébuleuses. On a institué 4 ans après CEMO pour contrôler les ordres de mission. Et tout ça, c'est pour gagner de l'argent. Mais nous autres, nous qui sommes les travailleurs, on ne ressent pas l'impact positif sur nos vies par rapport à tout ce qui se gagne là. Donc du coup, qu'on dise qu'on a gagné, que nous on ne trouve rien, ça veut dire qu'il y a problème. Je vais vous donner un exemple. Oui. Dans les années 70, un instituteur qui débute était à 18 000 francs.
Or, la tonne de ciment était à 6 000. Donc, si l'instituteur s'empêche de bouffer un seul franc de son salaire, il pouvait acheter 3 tonnes de ciment. Mais aujourd'hui, le SMIC est à 40 000. La tonne de ciment est au moins à 67 500 francs. Oui. Donc, il va falloir multiplier 67 000 fois 3 pour trouver le SMIC qu'il nous faut aujourd'hui pour que ça réponde à ce que l'instituteur débutant dans les années 70 gagnait. Mais voilà, des gens sont à 40 000 francs. Il doit payer le loyer, il doit manger, tout ça là. Donc nous là, on ne ressent pas la plus-value, l'impact positif sur la vie des travailleurs. Le CEMO n'a pas encore commencé à fonctionner, je crois. Ça fait 4 ans que CEVO a commencé. Je parle du CEMO. Alors, tout le temps là, le reste des choses là sont passées par où? Madame Sosokwe, moi je reste encore avec vous. Oui. C'est-à-dire que le travailleur, vous êtes la secrétaire générale adjointe la Confédération syndicale de travail du voilà. CSTB. Alors avec cette position, que vous le veuillez ou pas, vous représentez les travailleurs, qu'ils soient travailleurs lambda, comme vous l'avez qualifié, comme travailleurs bien gradés dans le système. Niveau du sommet, au niveau du sommet, vous l'avez. Parce que celui qui est au sommet est aussi un syndiqué. Nous sommes d'accord? Si, que ce soit le sommet ou la base, il y a des missions multiples, il y a des missions fictives. Vous, en tant que responsables syndicaux, que faites-vous? Quelle action faites-vous à l'endroit de vos syndiqués pour que ces pratiques n'aient pas cours? L'éducation que nous donnons à nos syndiqués, c'est d'être propre partout. Mais il s'est fait que, par exemple, au ministère des Finances, si le ministre des Finances nomme quelqu'un, le ministre des Finances a un objectif et c'est sur la base des objectifs qu'il se fixe qu'il nomme quelqu'un et il sait qu'avec celui-là, il peut atteindre les objectifs que lui-même se fixe. Moi, je peux ne pas connaître les objectifs. Les objectifs peuvent ne pas être des objectifs allant dans le sens de la construction de ce qui nous appartient à nous tous. Donc, de ce point de vue, à partir de cet instant, l'individu là qui était travailleur au départ et qui est nommé maintenant à un poste, il a une double casquette. Là, je ne veux pas répondre de cette double casquette. Je répondrai de la casquette qui concerne les travailleurs, à savoir sa vie, son salaire et autres. Et l'éducation qu'on lui donne. Vous êtes informé de ces missions fictives. Les gens, non, depuis Kérékou. Même depuis la Romanée, tout ça là, il y a ça existait. Qu'est-ce que vous faites, les représentants responsables syndicaux? Les représentants syndicaux ont le devoir de donner une éducation à leur base. Maintenant, là où ça devait être et on devait constater les conséquences positives, c'est si les pouvoirs successifs nous donnaient la possibilité de dire aux travailleurs, là où vous travaillez, puisque le bien à nous tous nous appartient, travailler à contrôler comment les choses se font. Mais on empêche les travailleurs de contrôler. On empêche les travailleurs de contrôler. Tout se fait avec les nommés. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas incriminer les travailleurs en tant que travailleurs. C'est ceux qui organisent les choses, c'est eux qu'il faut incriminer. En tant que contrôleur financier, quand vous vous rendez compte, est-ce qu'il y avait des sanctions? Quelle attitude adoptiez-vous? Bien, mais il n'était pas possible de se rendre compte. Oui. Il n'est pas possible. Il n'était pas possible de se rendre compte simplement parce que je prends un ministère. Non, c'est pas qu'on en fait ça. Je prends un ministère comme le ministère de la Santé. Ou un ministère comme le ministère de l'enseignement maternel et primaire. On ne fait pas leur procès. D'accord? Non. Ce que je vous dis, c'est heureux aujourd'hui qu'on a évolué, on n'est plus à cette étape. C'est ça. D'accord? Mais puisque vous avez posé la question de savoir mais comment ça se passait, c'est pourquoi je suis obligé de vous expliquer. Même un responsable, aussi haut niveau qu'il soit, qui valide les OM, ne peut pas, quand il a jusqu'à 50 ou 60 OM devant lui par jour, il ne peut pas se rappeler, non, mais en temps, j'avais signé l'OM au nom de telle personne. Il n'est pas une machine. Non, du tout pas. Il n'est pas une machine. D'accord? C'est la même chose, puisque c'est des hommes qui travaillent. C'est pourquoi il faut qu'on développe assez de systèmes d'encadrement, de sécurité pour accompagner le bon fonctionnement donc, de tout ce que nous avons comme ministère, institution et de toutes les procédures. Et ceci sera à l'avantage ou à l'avantage de tout le monde, aussi bien de l'État qui gagnera assez d'argent parce que les flux d'argent qui auraient pu passer de l'autre côté seront maîtrisés et pourront servir à l'investissement dans le pays.
Et aussi au niveau des agents publics d'être en sécurité. C'est ça en fait le problème. Madame Sosokpe, vous pensez réellement que le CEMO peut arrêter la vache à lait? Non. C'est pas possible. C'est pas sûr. Et je vais m'expliquer. Quand il expliquait pour dire que CEMO est différent de CEVO, oui. C'est vrai, j'ai compris. Mais CEMO est venu 4 ans ou 5 ans après l'arrivée de la rupture. Oui. Ça veut dire que, puisque c'est parce qu'on a toujours constaté les anomalies qu'on vient de mettre en place le système de CEMO. Ça veut dire qu'on a laissé pendant 5 ans la même chose qui se déroulait au temps de Yahi ou bien au temps de Kérékou se poursuivre jusqu'à maintenant avant de mettre en place un système. Mais là encore, ce système-là, c'est un système informatique. Tout le monde sait que c'est ce qu'on met dans la machine qui sort. Ça là, c'est clair, il n'y a rien à faire. Personne ne peut tromper personne. Si par exemple, moi je suis ministre des Finances, oui. Auparavant, je margeais toutes les fois qu'il y a activité dans mon ministère, je suis d'abord le premier sur la liste. Sur les trucs où on met mon nom et après, je recueille les sous. Oui. On crée le système, mais si je veux, je peux demander qu'on mette autant de fois le nom de ce supermarché, toutes les fois qu'il y aura mission. Dès que c'est moi, la machine va autoriser. Donc, du coup, le système informatique n'est pas un système fiable jusqu'à ce niveau où on peut nous dire, bon, comme le système est là aujourd'hui, c'est fini, c'est calé, non. On peut caler des gens, mais par contre, il peut y avoir des privilégiés qui vont continuer par en bénéficier. Donc, la chose est possible. C'est possible. Merci. Je tiens quand même à rassurer Madame Sosokpe que les meilleurs systèmes doivent être des systèmes informatisés. J'ai dit tantôt que c'est un système basé sur le Sonkwe qui gère déjà les agents publics. Ce qui veut dire quoi? Si vous n'êtes pas un agent public, vous ne pouvez pas avoir accès à l'édition d'un web. Ça, c'est très clair. Alors, mais si ça arrive, on a les moyens de vérifier. C'est un système dont les accès sont sécurisés. C'est pas, par exemple, vous ne pouvez pas rentrer dans le système parce que vous n'êtes pas autorisé. Alors, donc, ce qui veut dire quoi? Voilà, donc les accès étant sécurisés. Vous laissez monsieur. Non, je l'aide, je suis en train de l'aider. Non, laissez monsieur. Je voulais savoir si ce n'est pas les TDR. Non, laissez-le aller au bout de ses idées et on va vous poser la question après. Merci. Les accès étant sécurisés, il y a un audit. Le ministre de l'Économie et des Finances a mis en place un système où tout est audité, on lui rend compte au fur et à mesure. Justement. Si un agent fictif s'infiltrait dans cette base, celui qui a autorisé l'entrée de cet individu doit apparaître sur le système. Il y a comme une suspicion, M. Yetognon. Et cette suspicion, c'est Mme Sosokpe qui l'exprime. Oui. Parce que c'est le ministre. Parce que c'est le patron de la maison, son nom rentre dans le système, sur toutes les activités, son nom vient. Est-ce que l'opérateur qui saisit les données, qui gère le système, osera ne pas mettre plusieurs fois le nom du ministre? C'est ça la base de la suspicion. Bon, c'est très simple. Vous savez, le contrôle financier dispose de représentation dans tous les ministères et dans toutes les institutions de l'État, même dans les départements. Et dans le système de validation des OM, c'est les délégués du contrôleur financier ou le contrôleur financier lui-même qui valide. Donc, il est de notre ressort de veiller à ce que vous venez de dire. Même quand il y a un élément qui croche, c'est le contrôle financier qui va à l'assaut pour dire « Ah, ça là, je ne valide pas ». Malgré que c'est passé dans le système, ce qui est impossible aujourd'hui, même si ça passait, c'est à nous de dire non. Attention, mais je vois le nom peut-être de SGM, je donne un exemple, le nom de SGM pour cette mission, ce nom-là n'est pas... Si c'était le nom du ministre lui-même. Non, le ministre ne fait pas de mission à l'intérieur. Il va en faire quoi? Il va en faire quoi? D'accord, on va revenir sur ce plateau. Et je vous dis que les grands responsables des ministères aujourd'hui ne sont plus dans ce système. D'accord. Ne sont plus dans ce système. Alors, heureuse d'annoncer. Non, s'ils doivent faire une mission, c'est que c'est vraiment une mission indispensable. Monsieur Yetognon, Madame Sosokpe. Voilà, on va revenir dans le débat tout à l'heure. Le temps de suivre l'avis de quelques Béninois qui se sont prononcés sur la question. C'est un secret de polichinelle.
de dire aujourd'hui qu'on ne sait pas qu'il y a des frais de mission fictifs, des frais de mission fictifs. C'est ça qui expliquait la délocalisation des activités au niveau de l'administration. Les travaux que les gens peuvent rester peut-être dans leur bureau ou à Cotonou pour faire, ils envoient ça à Boycon, ils envoient ça et c'est des frais de mission, c'est des heures de mission. Ceux qui ne sont même pas concernés par l'activité, peut-être par copinage ou par lien politique ou autre, des gens les mettent sur les heures de mission et peut-être qu'ils ne se déplacent même pas et ils perçoivent les sous là. Il faut avouer qu'il y a des domaines où on vous parle d'ingénieurs maison, de quoi maison. Ceux qui sont des réels vraiment ingénieurs, ils sont là, ils se tuent. Ils se tuent à la tâche, ils n'ont rien. Mais c'est eux là qui ont maison dans toutes les rues de Cotonou. Comment écoutez, madame, vous allez retrouver un fonctionnaire béninois qui a 15 maisons. Il trouve l'argent où? Non. J'espère que le président Talon va mettre ça là, en gras dans son PAG. On n'a qu'à couper ces frais de mission là. Non. Mission, quand ce n'est pas utile, chacun n'a qu'à rester chez lui. Il faut qu'on soit payé comme cela se doit. Ça dépend du niveau de contrôle. Parce que quand vous êtes dans une société, les gens cherchent toujours des échappatoires. Les gens veulent gagner toujours de l'argent et tous les moyens sont bons partout pour gagner de l'argent. Donc les gens s'en vont même jusqu'à porter un entorse aux lois pour pouvoir gagner de l'argent. Qui dit mission dit moyen. Qui dit mission dit argent. Je me dis que peut-être le gars, il n'est pas payé comme cela se doit. Et il a besoin de ressources pour subvenir davantage aux besoins de sa famille. Donc du coup, c'est ce qui peut l'amener à faire ça. Mais bon, ça aussi, ce n'est pas une excuse. Hein. Ce n'est pas une raison non plus, à mon avis. Tu te retrouves sur une liste de 15 personnes. Peut-être vous vous retrouvez à 6 ou à 7. Et tout le reste, on ne les voit jamais. Et c'est des choses qui nous frustrent, nous, naturellement, parce que nous, on se dit qu'on se donne la peine d'aller en mission pendant que d'autres sont à la maison et à la fin, ils prennent les mêmes montants que vous. Dans le pays, maintenant, tout le monde court derrière l'argent. Et personne n'y échappe, même les gens les plus insoupçonnés. Les patrons, tout ça, des gens qui restent au bureau et qui organisent des missions et font signer des ordres de mission comme s'ils étaient allés sur le terrain comme tout le monde. Ce qui pourrait pousser les salariés à se donner ce vilain plaisir, c'est les frais de mission. Bon, là, ils se disent, si je suis sur 2 ou 3 missions, surtout à l'étranger, ça peut me générer 2 ou 3 fois ce qu'une mission allait me procurer. Mais ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Les réformes aujourd'hui mettent beaucoup de pression. Quand vous prenez l'administration publique, vous comprenez, le système est plus grand et de plus en plus, les taux se resserrent. Il n'y a plus d'autres moyens de sortir de l'argent frauduleusement des caisses de l'État. Donc, si cette porte n'est pas encore fermée jusqu'à ce qu'elle soit fermée, c'est normal que les gens alors fraudent avec les ordres de mission. Le mécanisme, c'est quoi? On établit les ordres de mission à la source. Il revient à chaque agent qui va sur le terrain de faire signer, de faire constater sa présence sur les lieux, soit par les forces de l'ordre, soit dans les mairies, qui attestent que tel est passé effectivement et est revenu. Mais malgré ça, je ne sais pas comment les gens s'arrangent. Plus ou moins, je n'ai jamais fait le circuit, mais je sais que les gens s'arrangent d'une manière ou d'une autre pour le faire. Pour le supprimer, il faut conscientiser ceux qui, en réalité, disent que tel est venu en mission alors qu'ils ne les ont pas vus. Je crois qu'il y a un grand travail à faire à ce niveau-là. La sagesse commence par la peur du gendarme. C'est parce qu'ils n'ont jamais été punis, ils se croient tout permis. Personne ne leur a jamais reproché ça. Mais en général, c'est les puissants. Ce n'est pas nous les autres qui sommes derrière, non, c'est souvent les puissants. Les chefs, les directeurs, ouais, c'est eux. Dans ma langue, il dit tu au siège, tu aussi au siège. Donc là où il n'y a pas la loi de règle, il n'y a pas de péché. Il suffit tout seulement de réglementer cela et celui qui tombe dedans le frappe. C'est parce que ce n'était pas réglementé, c'est devenu même un mode de fonctionnement où, bon, pour contenter X ou Y, il suffit de le mettre sur un ordre de mission. Moi, je pense que si on peut arriver à éradiquer cela,
je pense que les finances publiques vont respirer et il y aura beaucoup plus de moyens pour nous réaliser des infrastructures de développement. La mise en place de la cellule de voyage officielle me semble pour moi un début. Je n'ai pas encore eu accès à une évaluation de ce qu'ils ont fait jusque-là pour savoir si ça a porté ses fruits ou pas, mais apparemment ça devrait porter ses fruits parce que toutes les missions sont centralisées, surtout les missions à l'extérieur. C'est surtout ça que les gens visent. Toutes les missions sont centralisées au niveau de la cellule de voyage officielle. Je ne suis pas aussi naïve d'aller jusque-là, dire que ça va couper quoi que ce soit. Mais je suis sûre que sur 100, ça va réduire. Même si c'est 10%, même si on obtient une réduction de 10%, c'est déjà un début. Je pense que petit à petit, pourvu que le gouvernement tienne bon. Eh oui, pourvu que le gouvernement tienne bon, et ça c'est vrai de toutes les façons. Voilà un peu les compatriotes qui se sont exprimés. Madame Sosokwe, votre réaction par rapport à tout ce que vous avez suivi? Ma réaction, tous ceux qui sont intervenus là, je connais au moins 3. Il y a le directeur non, faut pas citer des noms. C'est lui seul. Il y a une seule autorité que je ne connais pas. Et en gros, ceux qui disent, ils ont raison. Ils ont raison. Et comme je l'ai dit, c'est le sommet. C'est le sommet qui doit pouvoir se revoir sa copie. Et si on a laissé le système continuer jusqu'à 5 ans avant de venir prendre des mesures maintenant, je ne suis pas encore confiante que ça va se régler. C'est ce que la dame là qui est intervenue a estimé. Maintenant, moi, ma préoccupation, je vous pose la question et je voudrais poser la question au responsable au ministère des Finances qui est arrivé. Tout ce que vous emmagasinez comme économie, là, ça va où? D'accord. Avant de répondre à cette question, votre réaction par rapport à la Volscop? Merci. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est la suite. Il ne sert à rien de polémiquer, tel faisait ça, ce n'est pas l'important. Et comme vous l'aviez constaté, le CEMO n'est pas sorti aujourd'hui. Ce n'est juste qu'un lancement officiel, parce que ça a été un processus qui a impacté toutes les parties prenantes. Donc, c'est au fil du temps, on a pu installer les départements, les ministères, les institutions. Donc, le CEMO existe depuis plus de 2 ans, en réalité. Okay. Plus de 2 ans. Mais fonctionnel depuis plus d'1 an. Parce qu'avant de mettre en application, il faut travailler, il faut sortir le système. Donc, c'est en gestation depuis. Et depuis 2019, le CEMO était déjà en cours d'utilisation. Donc, ce que vous avez vu récemment, ce n'est juste qu'un lancement officiel. Okay. Oui, mais nous, on se base sur la communication que vous faites. C'est quand vous communiquez que la population sait qu'il y a telle chose. Bien, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les choses ont évolué. Depuis le nouveau gouvernement qui a déjà pris d'assaut, régler les problèmes de détournement de ressources publiques, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Justement, avant, nous avons les frais d'entretien qui n'existent plus. Tout cet argent oui. que vous économisez, pour le pays, très bien. Ça sert à quoi? Très bien. En fait, ça m'étonne quand j'entends souvent ces genres de questions. Ça m'étonne, oui. Ce sont des questions illégitimes, c'est ça? Non, bon, je peux dire peut-être légitimes pour certains et non légitimes pour d'autres. Alors dites-moi. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que faire de la gouvernance économique et financière une gouvernance sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan des recettes de l'État qui se sont améliorées avec beaucoup de systèmes d'encadrement et de gestion budgétaire transparente, et aussi au niveau des dépenses, beaucoup d'efforts, dont par exemple le CEMO qui permet désormais d'encadrer les missions officielles et donc d'économiser de l'argent à l'État. Alors tout cet argent dont vous parlez, mais ça va dans les investissements. Ça va dans les investissements.
Pour la représentante des travailleurs, ils ne sont pas impactés. Mais le problème, c'est quoi? Vous pensez qu'on puisse impacter tous les secteurs à la fois dans un État? Non. Il y a des secteurs. Vous parlez des travailleurs et les ouvriers. Où? Ils ne sont pas des Béninois? Ouvriers privés? Les ouvriers ne sont pas des Béninois? Donc, c'est un autre débat. Quand nous parlons... qui se charge de la gestion des ouvriers. Bien sûr. Mais écoutez, vous savez, il y a beaucoup d'investissements dans tous les domaines. Ça m'étonne quand j'entends ces genres de questions dire qu'il n'y a aucun impact par rapport à un travailleur ou un individu quelconque. Je pense que c'est... Tellement vous êtes impacté, elle à ce niveau n'est pas impactée. Mais moi, je voudrais quand même savoir. C'est ça. Moi, je voudrais quand même savoir. Aujourd'hui, vous venez de nous le dire, le CEMO est fonctionnel déjà depuis plus d'une année. Oui. Dans le fonctionnement, concrètement, oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple l'ORTB, est-ce que les missions où il faut y aller de façon systématique, ça ne va pas devenir un problème? Est-ce que ça ne va pas devenir lourd? Lourd, voilà. Non, puisque c'est un système informatisé, d'accord, qui rend encore plus facile le traitement des OM. Et pour prendre un exemple, j'ai donné l'exemple des ministères à gros effectifs. C'est là où il faut vraiment toucher du doigt de quoi on parle. Mais pour les structures légères, où il n'y a pas assez d'argent, c'est facile à gérer. C'est facile à gérer. D'accord? Alors, je souhaite préciser que le CEMO n'est qu'à sa première phase. La deuxième phase serait quoi? La deuxième phase, évidemment, règle les problèmes dont tu as soulevé. Ceux qui sont intervenus dans l'émission. Oui. Et la deuxième phase, je peux déjà vous souffler, la deuxième phase permettra de s'assurer que réellement les agents ont fait la mission. Okay. Et ceci comment? Il y aura des terminaux où les agents vont s'identifier. Ce n'est plus un agent de police ou un agent de gendarmerie qui va signer directement l'OM derrière. Non, ça serait informatisé. Avec ça, je crois que c'est la solution pour mettre fin complètement. Informatisé à quel niveau? Au niveau des commissariats, c'est cela? Exact. Il y aura des bornes. Il y aura des bornes dans toutes les communes. Parce que si vous vous déplacez, c'est forcément pour aller quelque part. Tout à fait. Alors, si je donne un exemple, vous allez à Torviclin, c'est une commune, il y a une borne là, ou deux, vous devez pouvoir vous identifier. Et déjà, comme c'est informatisé, à quelle heure vous êtes arrivé, c'est mentionné. À quelle heure vous partez, c'est mentionné. Donc, le problème est en cours de règlement. On va rentrer en contact avec notre personne ressource, notre expert, pour aborder, recueillir son point de vue sur cette réforme-là et ces pratiques qui sont en cours dans l'administration et pour savoir si ça pourrait donc, le CEMO, aider à mettre fin à la vache à lait, justement. Alors, nous avons en ligne Monsieur Majid Zé. Monsieur Majid Zé, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, et vous-même? Ça va bien, merci. Alors, dites-nous, tout de go, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer, disons, les missions fictives de la part des agents de l'administration? Bon, c'est quand même un sujet très, très sensible. Bon, on pourrait imaginer que c'est peut-être des astuces, peut-être pour avoir les avantages liés à cette grande mission. Voilà, à moins qu'un diagnostic fait puisse nous situer réellement sur les motifs, les motivations qui ont amené à cet état de choses. Alors, dites-nous, ces pratiques, pensez-vous réellement que cela faisait des manques à gagner pour l'État? Oui, cela va de soi, puisque les missions donnent droit à des avantages. Et donc, si il y a ces missions fictives, cela veut dire que c'est des ressources publiques qui vont avec. Et donc, cela veut dire qu'on gaspillait des ressources
pour des missions qui n'en valaient pas la peine, donc qui n'avaient aucun objet réel et qui n'apportaient aucune valeur ajoutée au fonctionnement de l'État, de l'administration et pour les services publics. Alors, dites-moi, selon vous, nous avons connu la CVO, la cellule des voyages officiels, qui avait pour mission donc de contrôler les voyages officiels à l'étranger, principalement. Aujourd'hui, nous avons le système d'encadrement des missions officielles. Vous pensez que cette nouvelle mesure pourrait donc aider à faire disparaître ces pratiques? Oui, bien sûr, ça viendra renforcer, améliorer la contribution que la CVO avait déjà commencé à apporter à la gestion des deniers publics. Nous avons entendu le ministre des Finances dans des communications récemment faire état des gains que la CVO a apportés pour les finances publiques en termes de milliards. Et donc, une fois encore, ce nouveau système appelé CEMO, si je oui, tout à fait. Bon souvenir, tout à fait. Voilà, normalement, devrait permettre d'avoir une traçabilité. Et vous voyez que la CVO, ça concernait les missions à l'étranger. Mais cette fois-ci, ce système, c'est aussi bien les missions à l'intérieur du pays que des missions à l'extérieur. Et donc, cela permet d'avoir une traçabilité du mouvement du personnel, de l'effectif, hein, des ressources humaines qui doivent gérer les deniers publics, mais aussi cela doit permettre d'avoir une certaine efficacité dans la conduite des politiques publiques. C'est très important parce que si la même personne, à l'intérieur du pays, doit être en mission pour X, Y, Z activités, alors que d'autres personnes oisives pouvaient être affectées aux mêmes missions, je pense que cela va permettre d'améliorer la conduite des politiques publiques. Donc c'est très très important et c'est des mesures à encourager. Ça permettra d'ailleurs de rassurer les partenaires qui appuient notre pays pour que nous utilisions convenablement les ressources pour délivrer le meilleur service public aux populations. Alors, M. Majid, que répondez-vous à des personnes qui estiment que l'opérateur chargé de gérer ces systèmes-là, ou bien ce système, le CEMO, ne pourrait pas avoir le courage de refuser d'insérer le nom des grands patrons situés au sommet? Qu'appelez-vous grand patron? Attendons de voir la mise en œuvre de la mesure, de l'instrument pour apprécier. Et je pense que s'il y a un instrument, s'il y a un instrument, c'est que c'est bien conçu et que cela ne dépendra pas de celui qui est en train d'insérer des noms. Et donc, voilà, donc nous attendons la mise en œuvre de la mesure. Bien sûr, ça doit être évalué de manière périodique pour voir est-ce qu'il y a mal donne. En principe, j'imagine que cela doit être accompagné de manière de procédure et donc qui permettront de vérifier que les acteurs qui seront chargés de mettre en œuvre ce système fassent bien leur boulot. Et donc, il appartient aussi aux organes indépendants de pouvoir chercher à auditer cela. Et donc, cela permettra d'améliorer parce que vous savez, nul n'est parfait. Des êtres humains en charge de mettre en œuvre cela pourraient être tentés de faire des choses qui ne sont pas, je ne sais pas, recommandées. Recommandées. Et donc, il appartient à chacun de jouer sa partition, et donc des organes de contrôle, des missions indépendantes d'audit, de contrôle et de suivi et d'évaluation d'un système qui est mis en place. Vous savez, l'administration, c'est une continuité. Donc, les acteurs qui sont là partiront un jour, d'autres qui viendront évalueront, apprécieront la qualité des résultats que ce nouveau système va produire. Monsieur Majid Zi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste, consultant en économie de développement. Merci pour votre éclairage sur le sujet. Excellente journée à vous. Merci à vous.
Alors, heureuse Danodé. Et voilà, nous avons suivi notre économiste. Vous êtes, je crois, parfaitement d'accord avec lui. Avec lui, n'est-ce pas? Exactement. Vous savez, je crois qu'il a bien fait le décryptage du CEMO. Et c'est normalement, dans ce sens, tout le monde devrait aller. Un système qui aujourd'hui permet aux agents publics de respecter les tests, d'être obligés de respecter les tests. Un système qui les sécurise et en même temps sécurise les ressources publiques. Je crois qu'on doit vraiment applaudir cela. Mais est-ce qu'on peut déjà évaluer à mi-parcours le CEMO? Avez-vous déjà constaté des... Puisqu'il est en œuvre depuis un an. Oui, alors c'est ce que je vous disais. Et depuis l'avènement du nouveau gouvernement, je veux parler depuis 2016, il y a une série de réformes. Une série de réformes contribuant évidemment à la bonne gouvernance économique et financière qui font gagner d'énormes milliards à l'État. D'énormes. C'est dans tous les secteurs. Quand vous prenez par exemple l'organisation des concours, parlons précisément du CEMO. Oui, j'en viens. Son fonctionnement. Est-ce qu'on a déjà des résultats palpables? Vous avez évalué, est-ce qu'on peut faire un petit bilan, ne serait-ce que pour un an? Évidemment, puisque je vous ai dit, chaque année, on essaie donc de faire des analyses statistiques, d'accord, pour voir tout ce que l'État a pu gagner dans tous les secteurs, en ce qui concerne toutes les réformes mises en œuvre. Et je peux déjà vous dire que les dépenses de fonctionnement liées aux frais de mission sont aujourd'hui maîtrisées. C'est maîtrisé. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt, même quand on dit on peut frauduleusement insérer des noms, mais il y a un système d'audit en place. Tout à fait. D'accord. Et étant donné que les droits d'accès sont sécurisés, on saura qui a mais c'est très simple. Allez, le temps nous est compté déjà par rapport à ce débat-là. Madame Mathurine Sousoupin, si vous devriez conclure ce débat. Permettez-moi de me prononcer comme lui sur le... D'accord. Oui. Monsieur Zi, que vous avez appelé, au départ, a voulu montrer que c'est un système fiable, il n'y a rien à reprocher, mais finalement, il a lâché du lest, en montrant que, bon, des gens peuvent tenter, mais il faut des garde-fous. Et c'est là, je dis, maintenant, les garde-fous, là, c'est toujours le sommet. C'est toujours le sommet. Donc, ça veut dire que c'est un club. Lorsqu'il s'agit d'un club, et c'est une nébuleuse, il est difficile de comprendre ce qui se fait. Donc, du coup, nous qui sommes du dehors, où nous n'avons pas la possibilité, à travers les travailleurs, on ne permet pas au travail de s'organiser. Vous êtes quand même une structure légale qui existe, vous êtes un syndicat, vous êtes même une centrale syndicale. Comment pouvez-vous affirmer tout de go tout le temps que vous n'avez aucun moyen? Et j'avais déjà posé le diagnostic au départ, je dis le travail n'est pas permis au travail de s'organiser en syndicat pour contrôler comment le bien commun à nous tous est géré. D'accord, allez, on va conclure le débat. Notre chef d'édition me fait de grands signes. Si vous deviez donc conclure, qu'est-ce que vous allez dire, Madame Mathurine Sousoupin? Non, je peux dire que ce qui me préoccupe ici, qu'on mette les garde-fous, qu'on mette ces mots, bien ces maths, tout ce qu'on veut. L'essentiel, les milliards qu'on trouve là, il faudrait que ces milliards-là aient des répercussions positives sur la vie des travailleurs. Il faut que le salaire soit l'indice, et comment on appelle? Il faut que le truc là soit révalorisé. Il faut la révalorisation du point indiciaire et l'augmentation de façon considérable du SMIC pour que les travailleurs puissent trouver du souffle. Sinon, toute l'économie du leasing, tout ça là, on ne sait pas là où ça va. Les autorités les plus insoupçonnées sur cette émission tous les matins, donc même dans leur bureau. Allez, monsieur Yetonyo, voilà, excusez-moi. Pour conclure, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, pour conclure, je tiens à rappeler que le système d'encadrement des missions officielles initié par le ministère de l'Économie et des Finances est un outil de bonne gouvernance et un outil de bonne gestion des ressources publiques. Et donc, pour cela, nous devons tous, évidemment, encourager ces gens d'action qui viennent sécuriser tous les agents publics. Tout à fait. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons des lois de développement qui responsabilisent chaque agent devant ses actions. Donc, des systèmes du genre doivent être vraiment appréciés
et acclamé et applaudi par toute la population. D'accord. En son temps, on reviendra ici pour évaluer le SEMO. Chacun ayant donc son idée sur la question. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas la prétention, je le dis toujours, d'avoir cerné tous les côtés du sujet.